Salut à tous. Alors il y a quelque temps, j'avais publié une vidéo d'introduction sur les finales de tour pratique. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la visionner. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Il faut savoir que les finales de tour sont extrêmement courantes parce que ces pièces vont rentrer plus tardivement dans la partie que les fous et les cavaliers, et donc c'est normal de les retrouver en fin de partie. C'est aussi pour cette raison que c'est important de bien travailler, de bien comprendre ces finales de tour, parce que ça va vous aider à gagner des points précieux, que ce soit en remportant des finales supérieures ou alors en défendant des finales difficiles. Alors il n'y a pas forcément de formule magique qui va vous dire à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, mais on va voir que dans la plupart des finales, on va retrouver quand même des principes généraux et ça va bien vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est parti. Lors de la première vidéo sur la série des finales, je vous avais donné trois clés essentielles. Première clé, activer sa tour. Deuxième clé, centraliser son roi. Troisième clé, calculer les petites variantes. Alors aujourd'hui, on va bien sûr réutiliser ces trois clés essentielles, et on va même en ajouter une quatrième, ça va être priver l'adversaire de contre-jeu. Avant de jouer cette finale, prenons le temps de bien observer les déséquilibres de la position. Tout d'abord, les structures de pions sont assez différentes, bien que l'on ait 6 pions de chaque côté. On voit que les blancs n'ont que 2 îlots de pions, alors que l'adversaire en a 3. Alors les îlots de pions, au final, ce sont les groupes de pions, et il faut essayer d'en avoir le moins possible pour pas avoir trop de faiblesse. Les noirs ont un pion A6 isolé. C'est un pion faible qui peut être pris pour cible par la tour. Les pions C6 et D5 sont bloqués. Et le pion C6 est visé directement par la tour. Les blancs, au contraire, n'ont pas de faiblesse particulière au niveau de leur squelette de pion. Le pion B3, il est bien défendu par le pion A2. Le pion A2, il est en arrière, mais il ne peut pas être attaqué facilement par une tour parce qu'il est sur une colonne fermée, où il y a encore les deux pions. Il y a juste le pion E3 qui éventuellement pourrait être visé par la tour, mais comme on a le roi à proximité, on va pouvoir le défendre assez facilement. Ici, on voit bien que la structure de pion elle permet aux blancs d'obtenir une tour active en attaquant les pions faibles, et qu'elle oblige au contraire la tour noire à être passive derrière ses pions. La question maintenant, c'est si vous avez les blancs, comment vous allez faire pour améliorer votre jeu et tenter de gagner cette finale? Est-ce que vous allez d'abord mettre votre tour en A5 pour attaquer le pion A6, ou alors activer le roi? Mettre sa tour en A5 tout de suite pour attaquer le pion, c'est pas très précis. Parce que l'adversaire n'est pas obligé de jouer la passivité avec sa tour. Là, il a vraiment une occasion pour trouver du contre-jeu. Étant donné que maintenant la case C5 elle est libre, il peut mettre en mouvement ses pions en faisant C5. Et si on prend le pion A6, continuer par C4 pour se créer un pion passé. Ce pion est très dangereux, il menace de faire promotion. On doit donc l'arrêter avec le roi. Mais après roi D1, les noirs peuvent faire tour D8 échec, roi C2, tour D2 échec. Et même si on prend le pion C3, on va perdre G2 à la place. Et on voit bien que les noirs, là, ils ont obtenu vraiment une tour très active. Ça attaque H2, elle va pouvoir venir éventuellement en F2 ou en E2 attaquer les autres pions. Et même si on a un pion de plus, on n'est pas sûr du tout de gagner cette finale. Donc c'est pour ça que on ne doit pas rentrer dans cette variante. Il ne faut pas oublier qu'au début, on a une position très confortable, avec une tour très active, des pions noirs bloqués. Donc il n'y a aucun intérêt à donner du contre-jeu à l'adversaire. Et il faut évidemment donc activer son roi dans un premier temps avec roi E2. Alors, que vont faire les noirs dans cette situation? Activer le roi aussi, hein, certainement, pour tenter de chasser la tour qui est gênante. Roi D3, roi D6. Maintenant, la tour est attaquée. Alors que faire? Est-ce que c'est mieux de la protéger avec le roi ou plutôt de la déplacer? Là encore, vous devez faire des petits calculs. C'est la clé numéro 3 pour avoir la réponse. Alors pour calculer, il faut toujours imaginer évidemment les meilleurs coups, ou en tout cas les coups adverses qui vous embêtent le plus. Et là, si on joue roi D4, il y a tour B8 qui est très, très pénible. Ça menace tour B4 échec, suivi de roi prend tour. Et si la tour s'en va en A5, il y a quand même C5 ici qui est très gênant. Le pion n'est pas prenable, toujours à cause de tour B4 échec. Le roi va devoir reculer. Et on voit que la position blanche, elle s'est bien dégradée. Parce que la tour A5, après tour B6, la tour, elle se retrouve un peu coincée. Les pions en C5 et D5, ils donnent de l'espace au noir. Et surtout, ils empêchent le roi blanc de s'approcher.
Donc c'est pour cette raison que la venue du roi en D4 n'était pas un bon coup, mais qu'il fallait choisir plutôt tour A5. Et après tour A5, la poussée C5 n'est plus possible. Parce que là, dans ce cas-là, on va prendre le pion A6 sur échec, et on va même pouvoir après mettre la tour en A7 pour attaquer les autres pions. Et évidemment, il n'y a plus de risque de pion passé pour le moment dangereux du côté des noirs. Donc tour A5 était le bon coup, qui a été joué dans la finale. Tour A8, obligé, pour protéger. Et maintenant, roi D4 est possible, sachant que la poussée en C5 n'est plus envisageable, hein, sinon on va prendre le pion gratuitement, et on va même en prendre un deuxième juste après sur échec. Donc à nouveau, les pions C6 et D5 sont bloqués. On a activé la tour, on a centralisé le roi. Les noirs ont joué F5 pour prendre de l'espace sur l'aile roi. B4, histoire de gagner un peu de terrain sur l'aile dame et de bien fixer le pion C6, en contrôlant davantage la case C5. Tour B8, attaque le pion. Alors évidemment, pas question d'échanger ce joli pion B4 contre le pion A6 arriéré, parce que si on fait ce troc de pion, eh bien la tour noire va s'activer, va pouvoir rentrer dans notre camp sur la deuxième ligne pour attaquer nos pions, et en plus, on va offrir à l'adversaire un superbe pion passé sur la colonne C. Donc on n'a aucune raison de lui donner ce contre-jeu. On va donc faire A3 pour défendre le pion, et menacer à nouveau de prendre le pion A6. Donc la tour est revenue en A8 pour défendre. Ici, on voit qu'on a bien amélioré la position en activant la tour, le roi, mais c'est pas suffisant parce que pour le moment, le roi noir nous barre la route. On n'a pas moyen de s'approcher davantage. Donc là, c'est nécessaire d'ouvrir un deuxième front pour permettre à notre roi de trouver un chemin sur l'autre aile. Alors pour ça, comment faire? E4. E4, c'est le bon coup. Ça menace déjà de prendre en D5 deux fois pour gagner le pion. Donc là, pas le choix, l'adversaire doit échanger ce pion. On reprend, toujours avec la menace de prendre en D5 deux fois. Donc il échange, le roi reprend. Mais après ces échanges de pions, on voit qu'il y a un petit passage qui s'offre à nous, avec des cases d'entrée possibles. Tour H7 a été joué pour défendre le pion H7, pour contrôler la 7ème rangée. Roi F4. Le roi maintenant se dirige clairement sur G5 et H6. Alors pas question pour les noirs de laisser le roi blanc passer aussi facilement. Ils ont fait H6 pour barrer la route au roi. Et maintenant que le passage est à nouveau bloqué, eh bien le moment est venu d'avancer les pions sur l'aile roi pour entrer en contact avec la chaîne de pions adverse et essayer de créer une brèche. Sur H4, il y a eu roi E6. On voit que le roi défenseur il reste proche des deux ailes. Il veut à la fois garder un œil sur la faiblesse en C6, mais aussi empêcher le roi blanc de passer de l'autre côté. Roi G4, tour A8, H5. Alors maintenant, est-ce que les noirs doivent prendre le pion ou alors l'avancer? S'ils prennent dans H5, ça va précipiter les choses, parce que le roi va reprendre, ça va attaquer le pion H6. Alors évidemment, l'adversaire peut contre-attaquer en faisant tour G8 pour viser ce pion. Mais là encore, on n'est pas pressé. On ne va pas prendre le pion H6 contre le pion G2 et donner un peu d'activité à l'adversaire. Là, on peut très bien faire G4 pour défendre notre pion. Et ça laisse l'adversaire dans l'embarras puisque son pion A6 est toujours menacé. Et s'il vient le protéger, eh bien maintenant, on va prendre le pion H6 et avec un joli pion passé qui pourra avancer. Donc c'est pour cette raison que dans la partie sur H5, il n'a pas fait l'échange de pions, il a fait G5 pour tenter de garder le jeu le plus fermé possible. Les blancs là ont réussi quand même à créer ce qu'on appelle en finale la deuxième faiblesse, c'est-à-dire qu'en plus du pion A6, ils ont créé une deuxième faiblesse en H6. C'est un pion qu'on va espérer attaquer plus tard avec la tour ou avec le roi. Il faut savoir qu'avec une seule faiblesse, c'est pas toujours facile même
pas toujours suffisant pour gagner une finale, parce que l'adversaire pourra défendre son seul défaut de la position. Par contre, quand il y a deux faiblesses, on va voir que c'est bien plus difficile de défendre les deux à la fois. Donc là, il y a eu G3. G3, un petit coup malin. Alors, il faut comprendre que le roi, il projette devenir en E4. Mais si on fait roi F3 tout de suite, eh bien, il y a peut-être tour F8. Et sur roi E4, tour F4 pour chasser le roi. Donc les blancs ont joué G3 juste pour contrôler cette case et empêcher la tour d'accéder à F4. Après G3, on a eu tour A7, roi F3, tour A8. Les noirs n'ont pas grand-chose à faire dans cette position. Roi E4, tour A7, et ensuite tour E5 échec. Et là, gros dilemme pour le roi noir, qui doit venir soit en F6, soit en D6, mais dans les deux cas, il va devoir lâcher des cases et permettre à l'adversaire de s'infiltrer d'un côté ou de l'autre. Alors là, c'est pareil, est-ce qu'il faut mieux venir en F6 ou en D6? C'est pas simple. On va devoir calculer, se mettre à la place du joueur qui a les noirs. S'il fait roi F6, il y a tour C5 qui attaque le pion. Tour C7 protège. Tour A5 menace le pion A6. Tour A7 protège. Mais après roi D4, roi E6, roi C5, roi D7, roi B6. On attaque la tour et le pion. Le pion A6 va tomber. On obtient un pion de plus avec un superbe pion passé sur la colonne A et des pièces toujours très actives. Autant dire que la finale est gagnante. Donc c'est pour cette raison que dans la partie, il n'est pas venu en F6, mais qu'il est venu en D6 pour empêcher le roi de passer sur l'aile dame. Alors là, pareil, il faut rester précis dans le calcul. Roi F5 tout de suite, ça paraît pas terrible parce qu'il y a tour F7 échec, avec la tour après qui risque d'être perdue. Donc les blancs ont fait tour E8. L'idée c'est de venir après en H8 pour attaquer la deuxième faiblesse. Question ici, est-ce que les noirs peuvent échanger les tours en E7? Là encore, il faut calculer. Donc sur tour E7, tour prend tour, roi prend, roi E5, problème pour les noirs. Là, le roi doit bouger. S'il vient en D7, le roi blanc va s'infiltrer en F6, et après ça va gagner le pion H facilement avec une promotion rapide. Et s'il vient de l'autre côté en F7, eh bien, roi D6, suivi de roi prend C6, va permettre de gagner les pions et la finale assez rapidement également. Donc C5 pour tenter de trouver du contre-jeu. Et là, les blancs n'ont pas pris tout de suite. Ils ont fait tour D8 échec pour chasser le roi. Il y a eu roi C6. Et après tour C8 échec, donc ils ont pu gagner le pion avec la tour. Il y a eu roi B6, tour prend pion C5. Donc on gagne le premier pion. Et l'objectif maintenant, c'est de s'en prendre au deuxième pion faible en H6. Alors les noirs ont fait tour H7 pour défendre ce pion immédiatement. Les blancs ont continué par tour E5 pour pouvoir accéder à la sixième rangée. Et après roi E6, tour E6 échec, roi B5, roi F5. Là, on se rapproche de la fin. Tour F7 échec, roi F6, et là, il y a eu abandon. Alors, pourquoi abandon? Déjà, il fallait voir qu'en cas d'échange de tours, ici, les blancs vont arriver bien avant, car au niveau de la course des pions, il leur faut seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups pour faire la promotion, alors que l'adversaire aura besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups pour faire dame. Et si on n'échange pas les tours, eh bien, dans ces cas-là, il va devoir faire tour H7, roi G6, tour H8, roi G7. Le pion H va tomber et après les blancs vont gagner assez rapidement avec la promotion. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux jouer vos finales. Alors avant de se quitter, je vous propose un petit rappel des 4 clés essentielles pour bien jouer ces finales de tour. Première clé, on essaye, si c'est possible, d'activer sa tour en premier pour mettre la pression à l'adversaire. Deuxième clé, on centralise son roi, parce qu'en finale, le roi ne risque pas grand-chose, donc c'est une pièce d'attaque à part entière.
Troisième clé, on calcule des variantes. Parce que si on joue que des plans, que de la stratégie, mais sans calculer, on risque de se prendre des petits pièges et des pots de banane. Et la quatrième clé essentielle, donc, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Quand on a l'avantage, on essaye de réduire au maximum le contre-jeu adverse. Je vous souhaite de belles parties, de belles finales, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.